Bonjour à vous toutes et tous et merci d'être là pour ce cours. On se retrouve pour la 29e pratique et la pratique de la stabilité mentale. C'est le support que vous aviez reçu la dernière fois. Dorénavant, je ne veux plus parler de leçons parce que je m'en sors pas. On va juste parler de pratique. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, ce sera aussi beaucoup plus clair, quoi, j'espère en tout cas. Parce que j'ai essayé de réorganiser les replays sur YouTube, c'est un peu compliqué. Donc petit à petit ça va venir, mais voilà. Ok, on commence par une prise de refuge. Sangye cho tang tsoge cho nam la chang chu prato dani kya suichi dagi jin soge pe sunam ki rola pinchir sangye drum parai sho. Alors, 29e pratique, la pratique de la stabilité mentale. On a ici ça, voilà. Excusez-moi. Et pourquoi ça marche pas? Il y a quand même toujours un truc, forcément, qui ne va pas. Alors attendez, je rouvre ça. Voilà. Et là, est-ce que ça marche? Mais non, ça marche toujours pas. Comment est-ce possible? C'est peut-être mon stylo qui n'est pas branché. Attendez, voilà. Est-ce que là, maintenant, ça marche? Ah oui, ben voilà, ça marche. Ah oui, d'accord, parce qu'il est 9% chargé, donc ça n'ira pas. Alors, on va faire comme ça. Pour l'instant, pas de stylo, j'attends que ça charge un peu. Donc, pas de pointeur. Euh, Petite parenthèse d'abord pour vous dire que vous verrez, il y a une petite surprise surprenante dans le support d'aujourd'hui, en toute fin. J'ai fait un test avec ChatGPT, version 4, pour voir donc l'intelligence artificielle, pour voir si ça pouvait être utile pour le tibétain. Alors je vous laisserai juger, mais personnellement, je trouve quand même assez bluffant. Bon voilà, en tout cas, ça pourrait être un outil intéressant dans l'étude, me semble-t-il, à prendre avec des pincettes. Bref, je suis ni pour ni contre, mais curieux. Voilà, je vous laisserai développer votre curiosité vous-même. Euh, on est face à cette strophe super importante, évidemment, vu qu'il s'agit de samten, la stabilité mentale. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment eu l'occasion de la travailler beaucoup ou pas. De toute façon, c'est égal, hein, on va la travailler ensemble. Si quelqu'un se sent à l'aise ou l'a bien travaillé, peut-être qu'une lecture ou une récitation serait bienvenue pour qu'on puisse travailler notre qualité d'écoute, de compréhension. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer dans cet exercice de restitution? Lecture ou récitation? Alors, Allez, je vais lire. eh bien, c'est super, Sylvia. Très bien, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle la petite règle du jeu, très simple. Sylvia va nous la lire 2 fois minimum, trois, c'est carrément idéal. Et nous, on fait un travail d'écoute très attentive pour essayer de repérer les éléments. Et le nombre de lectures permet justement de reclarifier. Au début, on est un peu engourdi, puis au bout d'un moment, hop, il y a quand même quelque chose qui vient. Hein. Ok. Donc, vas-y Sylvia, prends ton temps pour lire tranquille, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Et de ton côté, restitutrice, eh bien, essaye vraiment de capter le sens des groupes de mots, des mots ou groupes de mots, ce qui nous aidera, nous, à les capter aussi, à comprendre. On t'écoute. Shine Raptu Tenpe Hraktonki, Nyonmon Nampar Chompar Shechene, Dzukme Shinle Yandak Tepai, Samten Gompa Gyalse Laklemyin. C'est parfait, Sylvia. Alors là, carrément, tu l'as bien bossé, celle-là. Hein. Moi, je sais pas, j'ai l'impression... bah, un peu. Ah Un bah petit peu, écoute, un bravo, parce peu. que la lecture est bonne, et puis j'ai vraiment l'impression de sentir le sens des mots au moment où tu le dis. Donc, refais cet exercice pour toi de lecture, nous on reprend notre exercice d'écoute attentive. Shine Raptu Tenpe Hraktonki, Nyonmon Nampar Chompar Shechene, Dzukme Shinle, Yangdak, Tepai,
Samtengompa, Gyalse Laklenyin. Non, très bien. Alors peut-être une précision au niveau de la prononciation. Première ligne, pour l'instant je n'utilise pas mon stylet. Je viens de réaliser qu'il était déchargé, donc il faut un peu attendre. Euh, chaque ton à la fin. Mais tu fais un bel effort, donc c'est très bien déjà. Mais c'est vraiment la, hata, la, ka, lak, qui n'est pas évident à prononcer. Hein. La, hata, la, ka, lak. Alors ça, ben, comme toujours, on ne va pas y couper. L'entraînement à l'appellation, c'est ce qui vous permet de bien le prononcer. Ça, c'est sûr. Et puis, au début, ben voilà, on n'a pas trop envie de le répéter beaucoup, mais disons, la, hata, la, ka, lak, en répétant l'épellation, on va finir par petit à petit acquérir la bonne prononciation, qui est complètement étrange pour nous. Hein. Mettre un H aspiré après un L, ça, c'est pas vu, on n'a jamais vu ça. Donc, c'est presque d'une égale difficulté que le nga. Hein, alors que le nga, on le retrouve très souvent, donc du coup, on a souvent l'occasion de pouvoir le développer. Maintenant, le hla, hlak, bon, qui est un mot important, hein, quand on dit hlaktong, évidemment, mais hlak, ça veut dire aussi, par exemple, il n'y a pas plus que 10. Mi chul et hlak mindu. Il n'y a pas plus que 10 personnes. Par exemple, on utilisera aussi dans le tibétain courant le terme de hlak ou le mot hlak pour dire supérieur, pour dire au-delà, au-dessus. Maintenant, bien sûr que quand on dit hlakang, hlakang, c'est le temple des déités, c'est la maison des déités, donc le temple. Donc on retrouve notre même la hata la. Ça c'est sûr. Quand on parle d'une déité, par exemple pour un yidam, on aura tendance à utiliser la aussi. Pas toujours yidam, des fois c'est la dans le sens de déité. Donc voilà, il y a quand même des occasions. Bon, c'est clair que le nga, ben, à chaque fois que vous voulez dire je, vous dites nga, bon, ben voilà, vous avez beaucoup l'occasion de dire nga. Donc voilà, première petite précision. Troisième ligne, vous avez la troisième syllabe, c'est bien chi, les. Hein, c'est vraiment chi. Chi, c'est 4. D'accord, c'est le terme 4, quoi, c'est le mot, pas terme. C'est le mot 4, le chiffre 4. Ok, on te réécoute encore une fois. Et toujours de notre côté en développant cette qualité d'attention qui idéalement nous permettrait même de comprendre carrément la strophe. Hein. Idéalement. Shine Ratu Tenpe Haktonki, Nyunmong Nampar, Jumpar Shechene, Tsukme Shinle, Yangdak Tepayi, Samtengompa, Gyalse Laklenyin. Très bien. Attention le chi, hein. C'est pas shin, hein. C'est chi. Chi, le. Ouais, c'est chi. C'est chi. Sum, hein. Sume chi. Sume chi. D'ailleurs, quand on dit sume chi, ça vous dit quoi? Donc voilà, Sylvia, là, elle a fait le travail de restitution, mais vous, en faisant le travail d'écoute, est-ce que sume chi, ça vous dit quelque chose comme ça, en l'écoutant? Soumet. Rien? C'est la Claudine? forme. Sans forme, mais Sans forme, oui. les 4 fois sans forme, les 4 états du sans forme. Quoi. Bravo, les 4 états du sans forme. Souk, c'est la forme. Hein. Si on parle des 5 agrégats, ça vous dit quelque chose? Ouais. Hein. Le premier des agrégats, c'est Sugipumpo. Hein. Sugipumpo. Rupa. Hein, rupa. Donc Sugipumpo. Suk. Donc soumet, non forme. L'état, donc, ou les états, les dieux en fait, c'est les devas du monde de la non-forme, on pourrait dire, ou du sans-forme, hein, soumet, pour dire qu'il n'y a pas de forme. Et ça fait partie de quelle triade? Est-ce que ça vous dit... Oula, alors là, Les 3 domaines. Ouais, les 3 domaines. Très bien, Claudine. Parfait. J'ai cru que j'avais dit un gros mot là, parce que d'un coup, j'ai senti un gros E. Voilà, les 3 domaines. Parfait. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Claudine? Alors, le domaine
désir, c'est ça? Le domaine de la forme et le domaine du sans forme? Impeccable, domaine du désir, de la forme, du sans forme. Est-ce qu'en tibétain, tu arriverais à donner les équivalents? Pas de chat quand même. Je vois qu'il y a Thibaut qui piaffe. Vas-y De Thibaut. Ah ouais, Stéphane, Cam. de De Cam. Cam. Très bien. Thibaut, t'allais dire ça? Ouais. Zukam, Zukam. Zukam. Absolument. De Cam, Zukam, Zumegikam. Absolument. Ouais, c'est le Cam pour dire domaine. Hein. Kamasa Cam. Hein. Cam pour dire domaine. Cam, ça peut aussi vouloir dire élément. Hein, élément. Hein. Sukam, Cam, élément, domaine. Élément dans le sens de, par exemple, un élément constitutif, dans le sens de... Comment dire ça? Oui, Cam, par exemple, Cam pour dire l'état d'une personne, hein, son état physique, par exemple, hein, Cam. Hein. Ok, bon, très bien. Zoomé. Donc, les trois domaines, Kam Sum, c'est les trois domaines dans lesquels des êtres peuvent exister. Ça englobe la totalité des possibilités du cycle des existences. Les Kam Sum. Donc, nous sommes, nous, dans 2P Kam, c'est-à-dire la sphère du désir, ou le domaine du désir. Et il y a des devas, quand on parle des devas, la plupart des devas sont dans le monde du désir, ou dans le domaine du désir, ou le monde du désir. Mais maintenant, il y a des devas très subtils, et là, on est déjà dans des devas super subtils. Soumet. Hein. Soumet, ça veut dire sans forme. Il y a 4 états. Voilà. Alors après, vous allez voir que la raison de pourquoi on évoque ça ici. Parce qu'évidemment, que ces états soumet, kam, Sugme, il n'y a pas de forme, ce qui fait penser à des états de pure conscience mentale. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que c'est utilisé. C'est quand même des états, mais des états de pure conscience mentale. C'est pour ça qu'on en parle dans ce contexte. Mais on va un peu creuser tout ça. C'est ce qu'on appelle en sanskrit les dhyanas, ça? Ouais, on peut... Oui, tout à fait. On peut le comparer au dhyana. Maintenant, c'est-à-dire que c'est toujours... C'est oui, des dhyanas mondains. Ouais, des dhyānas mondains, ouais, alors ça c'est tout à fait. Samtenshi, tout à fait. C'est des dhyānas mondains, dhyāna qui peut vouloir dire des états d'absorption méditative. Hein. Et donc vu qu'on est dans le contexte, évidemment, que la pratique méditative mène à des états de conscience particuliers. Et c'est pourquoi on parle d'ailleurs des summeshi ici dans ce contexte. Ok, si on reprend, donc Shine Raptu Denpe Haktonki, Nyunmon Nampar Jumpar Sheche Ne, Summeshi Le, Yangda Depa Yi, Samten Gumba, Galse Yin. Donc, est-ce que dans la première phrase, Shine Raptu Denpa, par exemple, quand vous entendez Shine Raptu Denpa, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit quelque chose déjà? Bon, Shine peut-être, hein, quand même. Ouais, ça, c'est sûr. Raptu Denpa. Vous verrez, je vous ai fait toute une note. Quoi, j'ai piqué l'explication, évidemment, hein, dans le support d'aujourd'hui, mais toute une note sur Denpa. Hein, qui est un suffixe quasi-agentif. Hein, vous verrez. Posséder totalement. Pardon, Florence? Posséder totalement le... Absolument. Le talement dans le sens raptu, oui, tout à fait. Raptu, rap qui peut vouloir dire aussi excellent. Profondément. Pas forcément profondément, non. Rap dans le sens d'une excellence. Si on parle des 3 types d'individus, ça vous dit quelque chose, les 3 types d'individus? Et est-ce que ça vous dit quelque chose en tibétain? Non, c'est Rab Ding Tama. Hein, Rab excellent, Ding intermédiaire, Tama dernier, quoi. Ah, d'accord.
Ouais, Donc, ça excusez-moi. commence par le O, ok. Donc, Ouais. On commence par excellent, intermédiaire, et puis dernier. ok. Rabding Tama. Tama, ça veut dire vraiment, voilà, Tama. Enfin, ouais. Ouais. Mais ça fait partie des triades en tibétain dont on entend beaucoup parler. Hein. De la même manière des Kamsum, si vous dites Rabding Tama, dans un enseignement, un lama, il va dire Rabding Tama, Kyewu Rabding Tama. Il va le dire comme ça. Hein. Donc, après, il faut repérer, hein, évidemment. Bon, ça, après, c'est l'expérience. Mais ça vaut la peine de temps en temps se dire, ah tiens, ce mot-là, il appartient à cette triade. C'est pour ça que je vous l'indique. Ça ne veut pas dire que vous pouvez retenir tout ça, mais petit à petit, à force d'entendre, ce genre d'explication, ça vous aide. Quoi, j'espère en tout cas. Donc, Raptu Den. Oui, Thibaut. Pour la strofe 8, c'était sur les individus excellents. Il y avait le Kibu, Chumu, Chumu. Ouais. C'est ça, c'est pas avec le Tama. Tout à fait. Tu as raison, parce qu'on peut le dire aussi autrement. On peut dire les petits, intermédiaires, grands. Oui, non, il y a différentes possibilités. Mais Rabding Tama, c'est très fréquent, hein, Rabding Tama. Mais tu as raison. Les individus de... D'ailleurs, tout le texte des 37 pratiques, je pense que vous vous en êtes rendu compte, il est divisé en fonction des 3 types d'individus. Hein. Ouais. Là, on est dans les instructions qui se réfèrent aux individus de haute capacité, non pas aux individus de moyenne capacité. Hein. Les bodhisattvas, c'est vraiment haute capacité. Hein. Nous, on apprend, on patine derrière, mais disons, voilà, on développe déjà des éléments, mais c'est pas simple hein, d'avoir cette qualité-là. Shine Raptu Denpa, Denpa qui possède. Hein. Ça vous dit quelque chose, ça, Denpa. Denpa, vous verrez que ça fait aussi partie d'une triade. Donc l'explication grammaticale, vous la trouvez, je vous ai indiqué les numéros de page, c'est page sauf erreur 120 et 121 ou 121 et 122. Dans le clair miroir, vous avez les 3 particules. Chen, Den, Ken. Hein, ces 3 particules, considérées comme particules, on pourrait dire des suffixes agentifs. Ça ressemble à des suffixes agentifs. Par exemple, il y a des exemples qui sont donnés, mais en tibétain aujourd'hui, il y a ken, vous utilisez vraiment beaucoup comme suffixe agentif. Attention, quand je vous parle de suffixe agentif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous dites, je sais pas moi, oh là là, par exemple, tapa pour un cavalier, ta, le cheval, tapa pour le cavalier, pa, c'est un suffixe agentif. C'est un nominalisateur. D'accord? Donc vous pouvez le comprendre comme suffixe agentif, comme quelque chose que vous allez coller au mot et qui parle d'un agent. Donc quand vous dites un ken, c'est quelqu'un qui sait. Den, c'est quelqu'un qui possède. Chen, c'est quelqu'un qui est doté. Semchen, c'est quelqu'un qui est doté de conscience. Ouais. C'est un être doté de conscience. C'est le même principe. Donc, en fait, c'est assez simple. Comme toujours en tibétain, c'est assez simple. Bon, pour autant qu'on s'en souvienne et qu'on acquiert surtout la logique. Mais on rajoute ce suffixe agentif au mot. Si vous dites sem, chen, sem la conscience, chen, doté de. Voilà. En fait, c'est assez simple, on pourrait dire, du point de vue de la logique. De la même manière, avec den, si vous disiez sem den, qui possède un esprit. Il se trouve qu'on dit sem chen, mais sem den, c'est pas faux. Si vous dites chom den, quand on dit chom den de, chom den, c'est qui possède la victoire. Voilà. Donc, vous allez retrouver kalden, ça c'est un mot hyper fréquent en tibétain, kalden c'est fortuné. C'est kalpa tang denpa. Hein? Quand vous dites quelqu'un de fortuné, c'est kalpa, le kalpa, et puis denpa. Alors pourquoi fortuné? C'est quelqu'un qui possède le bon kalpa. Alors, pour nous, ça ne veut rien dire, quelqu'un qui possède le bon kalpa, mais pour les Tibétains, oui, ça veut dire quelque chose, parce que faut être dans le bon moment cosmique. Et oui, faut être dans le bon moment cosmique. Nous pourrions très bien être dans le mauvais moment cosmique. Imaginez que vous avez vécu au temps des dinosaures. Manque de peau, là, au temps des dinosaures, on serait peut-être tous déjà bouffés par des T-Rex.
Voilà, terminé. Et puis le dharma au temps des dinosaures, pas sûr qu'on trouve la possibilité. Donc c'est exactement, alors évidemment, c'est pas une explication très standard, on est d'accord. Ça c'est la version Dharma Jurassic Park. C'est pas standard, je suis d'accord, mais ça a au moins le mérite de nous rendre les choses assez claires. C'est-à-dire, Kalden, c'est qui possède le bon kalpa. Et ça veut dire la bonne ère, le bon moment, le temps. Et c'est intéressant de voir que ça, c'est la notion de fortuné. On traduit ça pour fortuné. C'est des êtres fortunés. Parce que si on est au mauvais moment, ben, c'est manque de peau, en fait. Et manque de peau, ben, ça veut dire que ben, on n'est pas là au bon moment. Et ne pas être là au bon moment, ben, ça rend toute chose très difficile. Donc c'est la première des conditions, c'est d'être dans le bon moment, le bon temps. Donc voilà pourquoi le Kalden. Je vous parle de Kalden, ok, c'est pas présent dans la strophe, mais Kalden, c'est un mot hyper fréquent. Hein. C'est juste une illustration de notre fameux Den ici, Kalden. Kalpa Dandenba. Voilà, voilà, tout simplement. Donc, pour dire que c'est pas juste un petit truc qu'on voit de côté, vous allez retrouver sans arrêt. Et dans la langue parlée, si par exemple il y a des personnes qui vont à Bodh Gaya, on dit Bodh Gaya là, Joken. Joken, ça veut dire les personnes qui vont à Bodh Gaya. Et on va pas demander y a-t-il des personnes qui vont à Bodh Gaya. Donc si on traduit littéralement la phrase, on ne dira pas, on ne pensera pas à Joken. Mais Joken, ça veut dire des personnes qui vont, des personnes qui savent aller. Parce que ken, ça veut dire savoir, d'où l'idée de kenpo. Mais si on utilise ken à la fin d'un mot, joken, verbalé plus ken, voilà. Si vous dites, je sais pas, lapken, c'est quelqu'un qui sait parler et qui a la capacité de parler. Quoi, voilà, c'est des suffixes extrêmement intéressants. Et coucou Natalia qui nous rejoint. Un suffixe très intéressant, Gegen, très pratique aussi. Oui, Stéphane? Gegen, c'est le professeur aussi. Comment? Le? Gegen, c'est pas le professeur. Attention, Gegen, c'est pas Geken. C'est Oui. Gegen. Non. Je pensais à ça. Ben, bien sûr, c'est une très bonne... c'est bien. Non, non. Mais ça aurait pu, hein, ça aurait pu le faire. Ça, c'est clair. Mais non, là, on... Mais... Par contre, Gegen, Gegen, c'est aussi un mot composé, comme tous les mots tibétains, hein, c'est le monosyllabique, on ne quittera pas ce domaine-là. Gegen, d'ailleurs, je ne connais pas l'étymologie précise de Gegen, je devrais. Il me semble que Gen, c'est Genpo, je me demande si c'est pas une histoire d'ancienneté. À vérifier, vous vérifierez, hein, vous êtes tous curieux et c'est très bien. Donc voilà. Donc, Shine Raptu Denpa. Shine Raptu Denpa, Shine. Shine, c'est la contraction de quoi? Ah, une colle. Ah, une colle. Oui. Eh oui, la contraction de quoi? C'est une contraction Shine. Chihuahua Ouais, mais c'est pas suffisant. et Ah oui. Non, mais bravo. Mais donc, Chiwene. ne, Chiwene. oui, c'est la stabilité. pas Chiwene, non. Ouais, alors, on est complètement d'accord. Vous êtes chaud. C'est pas encore brûlant, c'est chaud. Vous n'êtes pas loin du compte. Alors, vous donnez votre langue au yak. Ouais, allez. Shiwarnepa. D'accord? Shiwarnepa. Et vous entendez dans le shiwarnepa le war. Et quand on entend un war, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire une particule oblique qui vient nous permettre de construire un synthème. Hein, ou un groupe de mots, pour le dire de manière habituelle. Parce que c'est vrai que synthème, c'est bien avec vous j'utilise ce genre de terme. Hein. C'est pas tous les jours au petit déjeuner que je dis non, franchement, là, le sens de ton synthème n'est pas explicite. Non, ça, c'est rare. J'ai plutôt tendance à dire quoi? T'as dit quoi? Donc voilà, donc il y a des styles, hein, on est bien d'accord. Donc, mais Shiwarnepa, ça c'est très important pour nous, parce que c'est Shiwa et Nepa. Et nous relions les deux avec le Ra, Shiwarnepa. C'est presque, on pourrait dire Shiwarnepa, c'est une...
on pourrait... Alors, est-ce que c'est complètement juste de l'analyser comme ça? Disons, Shiwarnepa, on pourrait dire que le ra est aussi une marque d'incorporation. Hein, Shiwarnepa. Qu'est-ce qu'on entend par marque d'incorporation? Je vous en ai beaucoup parlé de la marque d'incorporation, mais on n'a jamais fait une leçon sur la marque d'incorporation. Mais incorporation, c'est du genre Shiwarnepa, demeurer en pacification. En. C'est-à-dire que c'est pas juste la pacification, c'est que la marque d'incorporation, c'est deux mots dont le sens est très proche, et ça produit une transformation. Quand vous dites par exemple Gyagarketu, hein, ça veut dire en sanskrit. Gyagarketu, Peketu. Vous utilisez la particule oblique comme marque d'incorporation. Mais bon, c'est pas sûr qu'on puisse vraiment dire que c'est une marque d'incorporation dans ce cas-là, mais ça y fait fortement penser. Shiwarnepa, d'une manière beaucoup plus simple, si on le prend comme particule oblique de base, on pourrait dire que l'on demeure, n'est pas, en la pacification, tout simplement. Ce qui est déjà une bonne manière de le comprendre. Donc, Shiwarnepa, après, c'est... Alors, nous, on dit calme mental, on dit plein de trucs, comme toujours, mais vu que vous faites du tibétain, c'est un immense avantage, parce que ça vous permet d'être précis. Shiwarnepa, ça veut dire demeurer en état pacifié. Et pacifié, alors c'est un peu dharma et pas vraiment tibétain, on va dire, bon, les deux sont proches, mais pacifié de quoi? Nyumon. Yes, Nyunmong, et Thibaut t'avait ouvert le micro pour rajouter Nyunmong aussi, qui sont en sanskrit, les kleshas. Bravo, les kleshas. Impeccable, les kleshas. Donc ça veut dire que la pacification des kleshas permet de demeurer. La définition de Gampopa, c'est le fait de pouvoir demeurer sur un objet de vertu. C'est-à-dire que, par exemple, vous développez la générosité, eh ben, vous pouvez demeurer dans cet état d'accomplissement de la générosité sans dévier. C'est la capacité d'être vraiment installé quelque part. T'as raison, Thibaut, moi aussi j'ai un peu frais. Je trouve qu'il fait pas très chaud. Ça, on doit avoir la même température, c'est quand même étonnant, ça, parce qu'au même moment où tu t'es mis... Voilà, je me suis dit, tiens, je vais me mettre mon châle, parce que... Voilà. Donc voilà, Shiwarnepa. Shiwarnepa. Hein? Donc, demeurer dans la pacification. Shine. Raptu Denpa, ça veut dire qu'on possède. Hein? On est bien sûr d'accord que là, on parle de quelque chose que l'on possède. Et c'est très important de le comprendre, parce que Shiwarnepa, c'est une qualité. C'est-à-dire que c'est pas... quand vous dites chiner, nous, on a tendance à penser qu'on développe chiner. Oui, on développe chiner, mais surtout, on développe une capacité. C'est pas que chiner, c'est pour ça que c'est très important, même du point de vue dharmique, alors là, pour le coup, de comprendre que Shiwarnepa, c'est quelque chose qui est utile dans d'autres circonstances. C'est pas juste une fin en soi. C'est-à-dire que quand vous faites une visualisation, on a besoin de chiner. Quand on développe la générosité, on a besoin de chiner. Quand on développe la conduite éthique, on a besoin de chiner. Donc c'est pour ça que chiner raptu denpa, c'est-à-dire qui possède, on pourrait dire quelqu'un qui possède un excellent chiné. Vous voyez pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on parle d'une qualité. Hein? Donc, chiner raptu denpa, donc Shine Raptu Denpe Shakton, et là vous avez votre groupe de mots. Hein. Vous voyez que le groupe de mots, il est solide là. Hein. Mais on le comprend assez aisément. Comment vous traduiriez Shine Raptu Denpe Shakton? Qui se lance? Annie a ouvert le micro. Ok, Annie. Ok. Pardon, je vois que tu as gardé le micro ouvert. Stéphane aussi. La pratique de l'actong. Alors, allez-y l'un après l'autre. Vas-y, Stéphane, tu as déjà commencé, puis ensuite Je Pardon. vais dire la pratique de l'actong associée à un excellent chiné. Très bien, c'est une possibilité. Pardon, tu dirais? Voilà, je dirais, avec le guide, par une vue supérieure qui réside. Alors, je vais voir est-ce qu'il est assez chargé, mon truc.
Oui, c'est assez chargé. Non, on ne parle pas du gui pour l'instant. Ok, Simplement, ok. Alors, une gardez vue ça. supérieure, la vue supérieure demeurant ou installée, tu disais, Ah ben, j'étais... dans le calme mental, ouais, Ouais, disons, c'est pour ça que, disons, je suis bien conscient étonnamment. je suis bien conscient que je vous ai lancé des pots de banane parce que c'est pas si évident. Pourquoi c'est pas si évident? Parce que Shine Ratu Denpel Hakton, on a notre groupe de mots et notre groupe de mots avec un petit génitif. Et donc, normalement, on a ici qualifiant, Ouais, qualifié. On est d'accord. ouais, Donc, c'est la Est-ce difficulté. qu'on peut dire excellent. Vas-y, lacton Claudine. qui possède totalement chiné? Alors, on pourrait dire lacton qui possède totalement, pour autant que là, on soit dans un rapport de possédant-possédé. Mais en fait, on est plutôt dans un rapport, c'est pas faux, hein, mais on est plutôt dans un rapport de qualifiant-qualifié. C'est-à-dire que c'est un lacton, c'est un vipassana, hein, c'est une vision supérieure qui est faite, on pourrait dire, hein, qui est qualifiée par un excellent chiné. Donc, on pourrait dire qu'il s'agit d'un vipassana, doté de cette qualité de chiné. C'est très difficile de trouver un équivalent français qui rassemblerait la totalité de ces mots, on est bien d'accord. Mais en tibétain, on parle vraiment de quelque chose, Shakton, qui donc est qualifié par ça. On pourrait dire que c'est une vision supérieure à... Si vraiment on voulait essayer de la nominaliser, et donc dans un rapport de qualifiant, on pourrait, de la même manière qu'on pourrait dire une vision supérieure stable, on pourrait dire une vision supérieure parfaitement stable. Si on garde chiné comme qualité, hein, comme une parfaite pacification. Donc, on pourrait parler d'un vipassana, parfaitement établi, parfaitement stabilisé. D'accord? C'est pour ça que l'exercice est intéressant quand on tombe sur un groupe de mots à rallonge comme ça, d'essayer de rester dans le rapport que le tibétain nous propose. Parce que le tibétain nous propose vraiment un rapport de qualifiant-qualifié, plus que de possédant-possédé, Claudine. Hein. On est plus dans le rapport restaurant chinois ici. Hein, Gyami Sakang. Hein, le restaurant... Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit Gyami Sakang, on pourrait dire le restaurant du chinois. Ça marche, littéralement, grammaticalement, c'est pas faux. Mais le restaurant du chinois, c'est le restaurant chinois. C'est-à-dire c'est un restaurant qualifié par le côté chinois qu'on a évoqué. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un lacton qui est qualifié par une parfaite stabilité mentale. Donc, un lacton parfaitement établi. Un lacton parfaitement pacifié. Annie, tu voulais rajouter? J'aurais pensé à associer à un parfait chiné. Ouais, c'est très bien. Ouais. Si ce n'est que associer... oui, non, c'est bon. C'est juste que associer peut faire penser à quelque chose de différencié. Alors que là, on est quand même dans quelque chose qui est qualifié. C'est-à-dire que le restaurant est vraiment chinois, si tu veux. On est presque dans un rapport d'adjectif. Oui, mais sans chiné. Non, mais complètement d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu la limite de l'exercice, parce que chiner, c'est pas vraiment un adjectif. C'est pas complètement un adjectif. Mais c'est pour ça, avant que j'en parlais comme d'une qualité, parce que c'est un lacton qui est quand même imprégné de cette qualité du chiné. Mais bon, on pourrait dire que je coupe les cheveux en quatre. Oui, mais en même temps, ben voilà ce qu'on nous propose en tibétain, de manière très nette. Donc après, là par exemple, la vision profonde, parfaitement ancrée dans le calme mental, c'est une proposition. Hein. C'est juste que, ben voilà, vous avez une possibilité dessous qui vous est donnée. Mais une vision profonde, parfaitement ancrée dans le calme mental, très bien. Mais vous auriez dit une vision profonde, parfaitement calme, ça marche aussi. Hein. Petite question. Ouais. Le Ratou, il porte sur le Denpa ou il Oui. porte sur le Chiné? Ah, clairement, il porte sur le... Alors ça, c'est très bien. Mais
Chine raptu denpa. Alors ça c'est clair, hein, c'est raptu denpa. Parce que dans cette construction, dans ce type de construction, ben, ça marche comme ça. C'est-à-dire que le ta shapkyu tu, l'oblique, relie les deux. Hein. Oui. Ça c'est sûr. Oui. Donc c'est pas chine. Si tu avais chine rap, ça marcherait. Parce que rap, dans ce cas-là, ça serait un adjectif. Donc un excellent chiné. Ça marche. Mais si tu dis rap tout, ben c'est rap tout quelque chose, forcément. Oui. Par exemple, si tu dis Shintu Yabodu, c'est vraiment très bien. Shintu Yakpo, c'est Shintu Yakpo. Tu pourrais pas dire, c'est pas Shin et Shintu qui se rapportent à ce qui précède. Dans la langue parlée, tu dis Shintu Yakpo. Tu peux dire Shintu Yakpo. Bon, c'est un peu littéraire. Hein, dans la langue parlée, tu dirais Pei Yakpo. Mais Pei Yakpo, c'est Shintu Yakpo. Hein. Ok, ouais. Tu vois? Ouais. Natalia, je vois que tu as le micro ouvert. Peut-être tu voulais commenter quelque chose? Non, pas du tout. D'accord, non, mais c'est pour dire, voilà, ça c'est une manière de... Au cas où. C'est quoi, tu dis, Natalia? Je l'ai laissé ouvert au cas où. Eh ben, c'est parfait. Voilà, ben, c'est pour ça que j'en ai profité. Je me suis dit, tiens, peut-être. Oui, Paul-John, tu voulais intervenir? Oui, je voulais poser la question parce que justement, tu parlais de... bon, ciné, en fait, n'est pas un adjectif. Mhm. Mais alors, quand on traduit, est-ce qu'il faut essayer justement de rester dans la structure grammaticale parce que quelquefois c'est impossible. Parfois c'est Il y impossible, a ouais. vraiment un problème. Est-ce qu'on devrait éviter de transformer un substantif Mhm. en un adjectif? Alors, bon, alors après, je pense que ça dépend les sensibilités et les expériences aussi. Alors là, donc, c'est ma réponse, quoi. C'est une réponse tout à fait subjective. Hein. Il peut largement y avoir d'autres. Moi, j'aurais tendance, c'est presque une option de traduction, j'aurais tendance à beaucoup travailler l'analyse pour tâcher de trouver le sens tibétain dans la manière de dire et donc ensuite faire une proposition française, mais qui vient de ça. C'est-à-dire, je préfère renoncer à la facilité qui consiste à bondir sur le français par facilité. Bon, après, ça, c'est des histoires de choix. Par exemple, ici, on a parfaitement ancré. C'est une bonne trouvaille. Moi, c'est ce que j'appellerais une bonne trouvaille. Mais pour moi, ça reste une trouvaille. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire ancré en tibétain. Parce qu'en tibétain, on est quand même dans un rapport qui est proposé ici, qui est quand même un rapport de qualifiant-qualifié. Ouais. Tu vois Ouais. Voilà, mais alors là par contre, c'est une bonne trouvaille parce que une traduction. Une manière de rendre le sens. Exactement. Mais je trouve que c'est tout l'intérêt qu'on fasse de l'analyse d'ailleurs, parce que quand on fait de l'analyse, on peut se permettre de rester très près du sens, et puis on pourrait, dans ce cas-là, dire autre chose, c'est-à-dire respecter la structure, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie le qui à la fin. Et le qui à la fin, on voit bien que là, on a un acteur. C'est donc par le pouvoir de. Hein. Ouais. Alors moi, j'aurais tendance à redonner au texte sa dynamique. C'est-à-dire où l'auteur, il veut nous dire quelque chose là. Il veut nous dire que grâce à un lacton parfaitement établi et calme, oui Annie, tu veux dire? Moi, je comprends pas, c'est lacton qui est parfait ou c'est chiné? Ah, c'est lacton qui est parfait. C'est-à-dire, le chiné est parfait, mais le parfait chiné rejaillit sur le lactong. Ça, je comprends bien, mais... Ah non, ce qui est parfait, ce qui est parfaitement établi, on est bien sûr d'accord que c'est chiné. Voilà, mais on a un denpa, c'est-à-dire on a un denpa. C'est-à-dire qu'on a un lactong qui possède un chiné parfaitement établi. Oui, c'est pour ça que je reviens à associer, mais pour moi, le parfaitement, il va avec... Ouais, associé, non, mais je pense que tu as raison, on pourrait le dire aussi. C'est pour ça qu'ils ont opté pour ancrer, à mon avis. C'est une possibilité. Oui, non, mais ancrer, c'est bien, mais c'est parfaitement.
Je Ouais. sais pas qui. Non, parfaitement, c'est clairement chiné. Hein. Ah ben voilà, donc Non, c'est sûr. la formule, elle va Et tu pas. m'as pas dit le contraire à l'instant? Pardon? Tu m'as pas dit que c'était l'établissement qui était parfait? Ah, j'ai peut-être dit une grosse, alors là, je me suis peut-être complètement gouré, hein, c'est possible. Et ça m'arrive parfois de dire une chose que mon esprit ne pense pas. Ça, c'est possible. Ou alors dire une chose que mon esprit pense en étant persuadé qu'il pense autre chose. Ça m'arrive aussi. Donc, donc c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et c'est pour ça que c'est bien de faire de l'analyse, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on a un qui. Ça, c'est sûr. Donc, on est sûr que là, avant, on a un agent. Ah, ça, c'est absolument sûr. Ou un instrument. En l'occurrence, plutôt un instrument. Pourquoi? Parce que ça sera grâce à ce truc-là. Et ce truc-là, c'est quoi? C'est un lacton qui possède un chiné parfaitement établi. Ou parfaitement stabilisé. Donc, ça, voilà. Donc, un lacton de grande qualité, hein, pour le faire simple. Donc, grâce à un lacton de grande qualité, un lacton pacifié, pour être dur, un lacton parfaitement pacifié, hein, voilà, eh bien, le reste va être possible. Ça, c'est sûr. Et le reste, eh bien, c'est Nyunmong Nampar Jompa. Et Nyunmong, alors Nyunmong, bah, bien sûr, vous savez, Nyunmong, hein, les kleshas, Nampar Jom, Nampar Jompa. On retrouve notre Ra ici. On en trouve encore un ici. Donc là, Shine, Shiwar n'est pas, ça c'est pareil que Nampar Jompa, hein, en termes de construction. C'est-à-dire qu'on a une particule oblique entre deux mots, d'accord, pour faire un centème. Voilà, un groupe de mots intelligibles, en gros. Donc, Nampar Jompa, ça veut dire quoi? Jom, c'est Vaincre. vaincre, absolument, Jom. Hein. Jom, c'est vaincre. Jom, c'est comme chom. Hein. Quand on dit chom dende, ça c'est juste une forme verbale. Hein. Chom et jom, même combat. Bon, j'ai tenté un gag un peu stupide là, même combat, mais bon, vu que c'est vaincre, bon, voilà, mais c'est pas grave. Ça, c'est vraiment private joke. Non, mais c'était regardez. Voilà, donc jom, chom, pareil, hein, ça veut dire donc vaincre. Donc, nampara jom, totale victoire. Hein, nam jom, vous avez tous entendu parler de la Vajravidharana. Hein, nam jom, le fameux mantra de, bon, bref. Namjom, Namparjomma, hein, ça c'est vraiment, Namjom, ça c'est hyper important, hein, c'est la totale victoire, ou parfaite victoire, ok. Donc, Nyunmong, Namparjompa, alors les Nyunmong, alors là, vous voyez, de nouveau, en termes de structure, vous avez Nyunmong et vous avez Namparjompa, et Namparjompa, on voit bien le synthème là, c'est-à-dire qu'on voit bien l'association de plusieurs idées qui nous fait un mot, et donc en fait, Namparjompa, on a un pas à la fin. Donc on a un nominalisateur. Ce qui fait que là, on a vraiment comme un nom. On pourrait dire que c'est vraiment un adjectif, pour le coup. Comme on pourrait dire un Nyunmong Karpo, bah là on dit Nyunmong, comment? Bah Namparjompa. C'est-à-dire que c'est des Nyunmong Namparjompa. Et des Nyunmong Namparjompa, ça veut dire des kleshas parfaitement vaincus. Et là, on comprend très bien. Parce que du coup, bah, c'est qui fait ça? C'est qui vainc? Eh ben, c'est qui vainc? Eh ben, c'est lui, là. C'est-à-dire que c'est le chiné parfaitement doté de... C'est le lactong, excusez-moi, parfaitement doté de chiné qui fait quoi? Eh ben, qui nous vainc totalement les kleshas. Voilà, et on a notre idée. Super simple. D'accord? Mais par contre, c'est très intéressant du point de vue dharmique. Pourquoi c'est très intéressant du point de vue dharmique? Parce que, en général, on s'imagine quoi? On s'imagine que quand on fait chiner, on va pacifier les émotions perturbatrices, on est d'accord, hein? Ce qui n'est pas faux. Mais là, qu'est-ce qu'on précise? On précise quelque chose de super important. C'est quoi qui permet de parfaitement vaincre? C'est chiner ou lactong? Lactong. Eh oui, c'est lactong. Parce qu'un lactong, un chiné tout seul, ne nous permet pas de parfaitement vaincre. D'accord? Donc ça, c'est là, il avance une idée extrêmement importante. Là, qui vient nourrir notre intérêt pour le dharma, évidemment. Parce que du coup, c'est une instruction de méditation, hein, super importante.
Là, on pourrait vraiment tous s'en souvenir, on aurait même intérêt, hein, parce que ça veut dire que juste avec chiner, ça suffira pas. Et pourquoi ça suffira pas? Pardon? Est-ce que dit ça marche pas, non? Est-ce que dit ça marche pas? Alors ça, c'est sûr, et s'il ne le disait pas, on aurait des gros doutes. Dans ce qui a été diffusé à Dacko, Sans aucun doute. Alors là, les j'ai... derniers enseignements, Bien ils sûr. en parlent de ça, non? Mais bien sûr, tous vont en parler. Tous vont en parler parce que c'est un point de doctrine extrêmement important. C'est d'ailleurs le point de doctrine, ça, on pourrait dire, c'est l'hyper grosse différence avec le travail de la pleine conscience. Ça, c'est vraiment la perspective bouddhiste de la méditation. Elle tient en 2 phrases. Pourquoi? Parce que, à cause de l'acton. Parce que la plupart du temps, on va penser qu'on pacifie les émotions, donc on déstresse, on va mieux, on est plus calme, etc., grâce à chiner. Ouais, mais ça ne suffit pas. Si on veut vaincre les émotions perturbatrices, qui est le but de la voie bouddhiste, hein, c'est vraiment se défaire des kleshas, c'est pas juste d'être calme, on s'en fout d'être calme. Hein, il y a des lamas qui sont pas calmes du tout. Hein. Donc, ils n'ont pas besoin de... Je veux dire, des grands accomplis, ils peuvent être colériques. Hein, on peut prendre l'exemple de Marpa. Hein, c'était pas le type calme, hein, Marpa. À mon avis, il fallait pas le chatouiller trop. Hein. Donc, pour dire que... Non, ça n'a rien à voir avec le calme. Hein. On peut tout à fait être Marpa et avoir cette réalisation-là. C'est-à-dire avoir parfaitement vaincu les kleshas du fait du lactong. Et lactong, c'est quoi? Bon, vous savez bien sûr que c'est Vipassana, mais c'est associé à quoi? La réalisation directe de la vacuité. Yes! Bravo! Donc, l'actong, c'est la sagesse. C'est-à-dire que c'est la vacuité. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas une association faite entre le calme mental et la vacuité, c'est-à-dire la vision supérieure, vous pouvez toujours courir, vous n'arriverez jamais à vaincre les émotions perturbatrices. Donc, si on est juste calme, c'est pas du tout ça qui règle le problème. Il faut avoir vu la nature des émotions perturbatrices et avoir vu en elles l'absence de réalité propre. Bon, ça c'est plus dharma dans mon explication, mais vu, c'est très tibétain. Chaque tong, avoir parfaitement vu, avoir vu d'une manière supérieure. Shak, ça veut dire avoir vu au-delà. Hein? Quand on dit shak, ça veut dire c'est au-delà même de la vision. C'est quelque chose qui voit au-delà, qui voit en plus, qui voit par-dessus. Donc si on a parfaitement vu, alors donc, dans ce cas, on vainc parfaitement les émotions perturbatrices. C'est pour ça que ces 2 phrases, bon, d'abord elles sont magnifiquement construites parce que c'est on pourrait dire un pur exemple de grammaire, je veux dire, entre ces 2 phrases, entre les constructions avec les latins, l'ergatif instrumental parfaitement positionné à la fin du segment, quoi. Je veux dire, voilà, on est là, la construction grammaticale, elle est top. En plus, c'est très riche parce qu'on a le denpa, on a des contractions, chine, shiwarne pas, donc c'est vraiment top comme phrase. Mais en plus, le sens est vraiment très fort. Et puis là, on arrive à Nyunmon Nampara Jompa, et puis on a de nouveau un Ra ici. D'accord? Donc ce Ra, il va faire le lien entre ça et ça. D'accord? Donc, She Chene, vous comprenez ça comment? Comprends pas, Thibaut? Non? Ok. Est-ce que quelqu'un... redis voir, Thibaut, j'ai pas entendu, excuse-moi. Il y a le verbe savoir et le verbe faire. Ouais, savoir et verbe faire. On a même 3 choses, on peut rajouter 3 choses. Savoir, verbe faire et une particule. Hein? Annie, tu voulais dire? Je dirais ayant su, c'est-à-dire ayant compris. Bravo, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Parce que le tché dans le sens de faire, pas au sens littéral. C'est pas comme si on fait quelque chose. C'est comme quand on dit lobjong tché. Hein? Quand on dit lobjong tché, bien sûr que ça veut dire faire des études, littéralement. Mais lobjong tché, ça veut dire étudier. C'est-à-direché tché de la même manière. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une forme de construction. Ici, le tché est un verbalisateur. C'est le verbe faire dans le sens du verbalisateur. Vous savez, je vous ai déjà parlé des verbalisateurs.
Vous avez ton, vous avez gak, vous avez tché. Ça, c'est les verbalisateurs classiques. Un verbalisateur, il nous permet de faire un verbe. Alors, on est d'accord qu'on a chez. Et chez, on pourrait déjà dire que c'est un verbe. Mais chez, ça peut aussi être la connaissance. Hein, ça peut être le je sais pas, dans le sens de savoir quelque chose, le savoir. Donc, chez, ça veut dire sachant. Hein, ça veut dire, comment on dirait l'objoncté pour dire étudier, on pourrait dire connaissant. Ou sachant que. Hein. Là, comment c'est dit? Bon, là, ça apparaît pas. Mais chétienne, ça veut dire vraiment le fait qu'on le sache, hein, on pourrait dire. Le fait qu'on le sache. Du coup, là, j'aimerais que ça se rapporte à quoi? Je comprends la Ouais, très bien, très je bien. comprends pas dans le contexte Absolument, de la absolument. vision Ouais, complètement. Vu, établie tout à fait, tout à fait. faire détruire, c'est là où j'arrive pas à... Bien sûr, bien sûr. Mais là, vu qu'on a une particule à la fin, ça va répondre à ta question. C'est-à-dire que là, on a une séquence avec le nez. Hein. Une séquence plus que le nez, attention, pourrait porter en lui quelque chose comme une marque ergative, hein, en disant par le fait de, etc. Mais le nez ici, c'est une séquence. C'est-à-dire qu'il y a ça, et donc il y a ça. Et le nez, c'est le nez dans le sens de chungkungda, c'est-à-dire la provenance. C'est du genre, ceci étant fait, il y a donc ça. C'est donc, on pourrait dire, ça marque deux séquences dans le temps. Donc, si ça marque deux séquences, ça veut dire que la première séquence, c'est le fait de savoir ça. D'accord? C'est savoir. Alors, je suis d'accord que le lien entre savoir ça et puis les cléchards parfaitement vaincus, on est d'accord. Mais c'est pour ça que ce qui va être intéressant, c'est que le ra ici, on pourrait dire, c'est un peu comme si on avait toute une grosse boîte là. Hein? Donc, si on étend la boîte, ça devient un peu plus complet, un peu plus compréhensif. C'est-à-dire, on sait quoi? On sait que la parfaite et totale victoire sur les kleshas va venir d'un lacton parfaitement stabilisé. D'accord? Et en fait, on a affaire ici à une idée, on pourrait presque... Bon, c'est une invention toute personnelle, mais c'est comme une espèce de idée bloc. C'est-à-dire, c'est plus juste un groupe de mots, c'est carrément un bouffe, c'est une énorme machin, une idée constituée, très, très riche, extrêmement riche, dont le sens est vraiment profond, mais c'est ça qu'on sait. Et une fois qu'on le sait, eh bien, à cause du nez, hein, une fois qu'on le sait, ça c'est nez, hein, c'est le sachant, d'accord? Le sachant, eh bien, cela va être rendu possible. Il va y avoir une conséquence. D'accord? Oui, on pourrait le dire par conséquent, du coup. Tout à fait. Du coup, par conséquent, tu as complètement raison. Du coup, par conséquent. C'est pour ça que c'est vraiment des séquences. Il y a une première séquence. Ça, on pourrait dire, c'est un prérequis. Condition, oui. Exactement. C'est une condition, c'est un prérequis, c'est exactement ça. C'est une condition, un prérequis. Et c'est la condition de ça. C'est la condition de ça, et c'est assez subtil parce que samten gompa galselalein, alors là on est bien sûr que samten gompa galselalein, la pratique des vainqueurs, c'est de méditer la stabilité mentale, on est d'accord. C'est la condition. Je suis en train de me demander si on doit dire vraiment c'est la condition. Oui, moi aussi, non, pas forcément. Non. Pas forcément. Pas forcément. Mais en tout cas, la pratique de la stabilité mentale, on est bien sûr d'accord que la pratique de la stabilité mentale, et là on a notre troisième phrase. Et là, à mon avis, il faut qu'on se penche un peu sur notre troisième phrase. C'est elle qui va nous donner l'articulation complète. Pourquoi? Parce que la troisième phrase, elle nous dit quoi? Elle nous dit Sumeshi, hein, les quatre états. D'accord? Les 4 états du sans-forme. Sumeshi le yang dakpai samten gompa. Ça veut dire, voilà là, aïe, c'est d'une richesse. Ça veut dire, quand on dit, bon, les c'est le comparatif, hein, ici. Là, je vais vous aider un peu parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Les c'est le comparatif. C'est-à-dire, on compare quoi? On compare Sumeshi et Yang Dakpai Samten.
Yang takpa i samten, là on a un génitif de base derrière, et bon, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire c'est yang takpa, ça veut dire yang ta depa, excusez-moi, yang ta depa, c'est parfaitement être au-delà. Hein? Là c'est une construction. Yang ta c'est yang takpa, parfaitement, authentiquement. Depa c'est au-delà. Hein? Bon, ça c'est juste un problème de vocabulaire. Si on connaît, bon ben voilà, depa ça veut dire au-delà. Donc, parfaitement au-delà. Alors, évidemment que quand on a un samten et qu'on a un summeshi, on fait le rapport. Pourquoi on fait le rapport? Parce que la stabilité mentale, hein, yangta depa et samten, c'est-à-dire cette stabilité mentale parfaitement au-delà de quoi? Et c'est là le comparatif. Parfaitement au-delà de quoi? Au-delà des 4 états du sans forme. Et là, ça forcément que si on n'a pas l'explication, on ne voit pas ce qu'on est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que la stabilité mentale, elle doit aller parfaitement au-delà des simples, c'est pas si simple, mais des simples ou ordinaires états des 4 absorptions du sans forme. Pourquoi dit-on cela? Alors là, tenez-vous bien. Pourquoi dit-on cela? On dit cela parce que les états du sans forme, là je reviens à ma première question que je vous ai posée, est-ce que Zoomé, ça vous fait penser à quelque chose? On a parlé des Kamsum, d'accord? Les Kamsum, les 3 états d'existence. Les 3 états d'existence, 2 Kam, Zuk Kam, Zoomegi Kam, ces 3 états d'existence sont des états d'existence samsariques. Ok? Donc là, on n'est pas en train de dire qu'on doit développer des qualités samsariques. On est en train de dire qu'on doit développer des qualités nirvaniques. Et les qualités nirvaniques, c'est depa. Hein? Quand vous dites par exemple le nirvana, nyangen le depa. Vous utilisez le terme de au-delà. Les qualités nirvaniques, c'est les qualités qui vont se placer au-delà du cycle des existences. Ok? Donc en fait, la stabilité mentale qu'il nous faut méditer ici, parce qu'on est un fils ou une fille des bodhisattvas, cette stabilité mentale, elle doit parfaitement être au-delà des états ordinaires des absorptions du sans forme. Ok? Et comment faire pour être au-delà des absorptions du sans forme? Eh bien, c'est ce qui découle, on pourrait dire qu'effectivement, ça c'est la condition, c'est assez juste ce que tu disais, Natalia, la condition pour être au-delà des états du sans forme, ben c'est ça. La première partie, c'est la condition qui va nous permettre d'être au-delà des états du sans forme. Ok? C'est-à-dire que le fait de développer ou de savoir parfaitement comment vaincre les émotions perturbatrices grâce à un Shlaktung totalement pacifié, le fait de savoir ça, eh bien ça nous permet de parfaitement, on pourrait dire, s'entraîner à la stabilité mentale qui elle-même est totalement au-delà des 4 états du sans forme. Ok? Bon, c'est touffu. Hein. Grammaticalement, c'est hyper propre. Quoi, je veux dire, c'est vraiment magnifique. C'est un cas d'école, on pourrait dire. Bon, toutes sont un cas d'école, on est bien d'accord, mais là, c'est magnifique. Grammaticalement, impeccable. Donc, c'est le boulot des... Pardon? Je disais donc, c'est le boulot des bodhisattvas. Alors, c'est le boulot des bodhisattvas. Et alors après, pour nous, à notre niveau, là où c'est super intéressant, c'est que ça nous dit que la pratique des bodhisattvas, c'est vraiment pas simplement d'avoir l'esprit calme. C'est-à-dire, c'est de développer une stabilité mentale, oui, bien sûr, mais une stabilité mentale qui va largement au-delà des états, des devas les plus subtils du cycle des existences. Donc, en termes clairs, ça veut dire quoi, les états des devas les plus subtils du cycle des existences? Ça veut dire que même si on développe des qualités d'absorption extraordinaires et subtiles et parfaites, et bourrées de félicité et d'expériences hallucinantes, elles seront encore construites, encore samsariques. Et elles ne nous permettront pas de réellement arriver à notre fin, c'est-à-dire l'obtention de l'éveil.
Donc là, on est en train de dire quelque chose, quoi. Je veux dire, lui, il est en train, un gars s'est tombé son pot, est en train de nous dire quelque chose de très important. Il est en train de définir la stabilité mentale. Et il est en train de définir pour nous ce que l'on entend par la pratique méditative. La pratique méditative sert à ça. Elle sert à ça. Elle sert vraiment, quoi, elle sert à ça. Elle sert à atteindre l'éveil, mais pour qu'elle serve à atteindre l'éveil, pour que ce soit une pratique des filles et fils des vainqueurs, ben, il faut qu'elle possède tout ça. Si elle ne possède pas tout ça, c'est pas une pratique des filles et fils des vainqueurs. Donc c'est pour ça que cette strophe est hyper importante, parce qu'elle nous définit le sens de la stabilité mentale. C'est clair? Je vois que Paul John, t'es d'accord, Paul John? Ouais. Ok. Bon, très bien. Voilà. Florence, c'est bon aussi? C'est clair, mais il y a du chemin. Alors, pour nous, non, alors là, on est tous dans le même bateau. À mon avis, il faut qu'on se lève tôt. On va méditer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, parce que là, déjà atteindre les états, des états du sans-forme, disons, on pourrait déjà être content, hein, ce serait pas mal. Ben non, non, il va falloir aller au-delà. Hein. Pourtant, les états du sans-forme, vous reprenez le Dakpo Targen de Gampopa, il les décrit très bien. Je veux dire, c'est juste extraordinaire. Hein. C'est des états d'expérience, waouh. Alors, pas extraordinaire du point de vue bouddhiste parce qu'il y a encore de la saisie, mais bon, disons, c'est des états d'expérience, si on les fait, à mon avis, c'est pas tous les jours, hein, quand même. Parce que là, tout à coup, on a l'impression qu'il n'y a plus que l'espace, on a l'impression qu'il n'y a plus que la conscience, on a l'impression qu'il n'y a plus rien même du tout, qu'on est dans un état complètement au-delà de tout ce qu'on peut dire ou prononcer, ou je veux dire, voilà. On est quand même dans des états d'absorption, les 4 états du sans-forme. Disons, ouais, il faut être au-delà, mais déjà y arriver, c'est pas mal, hein, c'est pas tous les jours, vraiment. Donc, il faut être au-delà. C'est-à-dire, on traverse même les états les plus subtils qu'on puisse imaginer. Attention, quand on dit les 4 états du sans-forme, on est en train de parler des états d'existence les plus subtils qu'on puisse imaginer au sein du cycle des existences. Certes, ils sont composés, certes, ils sont imparfaits, on est d'accord, mais c'est quand même le sommet. Oui, mais le grand problème là, hein, c'est que si on fait ces pratiques et qu'on renaît dans Ah, bah oui. notre enfant, une fois qu'on a épuisé son karma, alors là, C'est la chute et la transmigration. La chute est terrible. Eh oui, potung dungel, hein. Ça c'est les souffrances particulières. Et puis les états infortunés, Eh oui. c'est la voie royale presque. Ah ben, c'est pour ça qu'on... Tu as tout à fait raison, Pardon. C'est pour ça qu'on dit potung dungel. Potung dungel. C'est la souffrance de la transmigration, poa, po, et tung, la chute. La chute et la transmigration. Et pourquoi? Bah, allons même pas... si on veut le ramener de nous-mêmes, imaginez que nous soyons tout à coup dans un état, ne serait-ce que pendant 10 minutes, dans un état, un des 4, hein, même pas les 4, un des 4. Eh bien, 10 minutes, il n'y a même pas besoin d'une éternité. Au bout de 10 minutes, ça se termine. Allez, hop, on tire la prise, on redescend. Eh ben, à mon avis, bonjour le retour. Hein, parce que là, pendant 10 minutes, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc, on voit très bien que, pourquoi je le présente comme ça, c'est parce qu'on peut très bien comprendre qu'au bout de 10 minutes, on se dit « Ah mais non! Ah non, c'était bien, on y reste. Hein. » Je veux dire, là, on est le gamin qui dit « Ah non, je veux pas rentrer, je continue à jouer. Hein. » On va revenir avec les enseignements de Shamarpa qui ont été rediffusés. Oui. C'est ce qu'il dit, il faut être très vigilant par rapport à ça. Carrément. Très vigilant aux expériences qu'on peut avoir et en fait auxquelles on peut s'attacher. Bah oui. Mais pourquoi? Tout à fait, il faut faire extrêmement attention. Mais pourquoi on s'y attache? Parce que c'est extrêmement bon. Ça, c'est quelque chose que c'est jamais dit. On dit juste, faut pas s'y attacher. Oui, c'est très juste, il faut pas s'y attacher. Mais pourquoi faut pas s'y attacher? Ben, parce que c'est extraordinaire. C'est-à-dire, si jamais on les fait, ces expériences, à mon avis, là, ça devient compliqué. Parce que comment réussir à ce moment-là, au cœur de cette expérience, à pouvoir s'en défaire? Quand la félicité, elle est aussi extraordinaire. Donc, le jour où ça nous arrive, souhaitons que ça nous arrive, à ce moment-là, il faut garder une vigilance énorme. C'est pour ça qu'on parle d'une pratique des bodhisattvas. C'est-à-dire, cette pratique des bodhisattvas, c'est dès le départ être très attentif à ça.
Bah, ça ne veut pas dire avancer avec crainte, c'est pas ça. Mais c'est juste se rendre compte que la moindre des fascinations pour les états qu'on peut vivre, eh ben, peut donner lieu ensuite à cette fascination beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile que l'on peut vivre au moment de ces 4 états. C'est pour ça que tous les maîtres, tous les grands accomplis ont prévenu de ça. Ils nous ont dit, faites gaffe parce que... On pourrait dire que là, il me vient une image, c'est Ulysse attaché au mât des bateaux pour pas succomber aux sirènes, quoi. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais ça veut dire que là, c'est vraiment, on parle des félicités, hein. Donc là, c'est compliqué de se détacher. C'est beaucoup plus compliqué de se détacher de ça. Si à ce moment-là, on était vraiment dans le cauchemar complet, on pourrait à la rigueur se dire, oula, non, ça, j'en veux pas. Mais quand c'est vraiment très très bon, là, c'est compliqué de dire, non, je veux pas. Mais bon, après, ok, ça, après, le job, c'est de développer, voilà, Galsen-Larglen, hein, la pratique des filles et fils des vainqueurs. Voilà. On traverse même la félicité. On va au-delà de la félicité. Ok, bon, écoutez, on a fait un bon boulot là sur cette strophe, me semble-t-il. On va arrêter là, parce que le temps s'épuise très rapidement. C'est clair du point de vue tibétain, c'est bon, vous avez vu? Ouais. Ok. Alors après, vous allez voir le support pour la prochaine fois. Dans le commentaire, il y a des choses très intéressantes sur les Korosum Mimikpa, hein, ou Korosum Gitokpa Mepa. Vous verrez, c'est les 3 sphères, c'est vachement intéressant. Et le commentaire dit des choses vraiment bien à ce propos. Donc là, on pourrait dire c'est cerise sur le gâteau la prochaine fois. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, c'est la vertu transcendante de la sagesse, et non pas de la stérilité. Donc en fait, on va creuser le sens de Trakton en définitive. Voilà, on termine avec une dédicace, les amis. Sonam de tomche zikpane tomne nyepe danam pamjene kegana chimbalab tupai si petsol edowa dolwaraisho. Ok, merci beaucoup et à bientôt la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.